Vous voir un peu. Une explication, c'est-à-dire qu'il faut une surpression et une sous-pression. Le son, c'est un phénomène qui est lié à la pression. Hein? D'abord, je fais seulement le rappel. Hein? Et donc, c'est une énergie qui se déplace avec une certaine vitesse qu'on appelle célérité et qui est proportionnelle à la racine de t. C'est égal à la racine de gamma rt. 0 sur ρ égale petit rt. Puisque c'est la différence de pression qui est responsable du son, on a défini ce qu'on appelle la pression acoustique. C'est-à-dire la différence entre la pression instantanée et la pression moyenne. Donc, on a un son qui est produit lorsque on a une pression supérieure à la pression moyenne ou une pression inférieure à la pression moyenne. Donc, il faut une excitation qui provoquera une surpression ou une sous-pression. Lorsque on a un son harmonique, on appelle ça monochromatique, c'est-à-dire que le signal sonore obéit à une loi sinusoïdale. Dans la nature, c'est très rare d'avoir un son pur, mais ce qu'on a plutôt, c'est un son qui est le résultat de la superposition de plusieurs sons. Quand on a un son pur, je peux le caractériser par sa période, sa fréquence, sa pulsation et sa longueur d'onde. Lorsque on a un son qui est périodique, je peux le caractériser par sa représentation spectrale. C'est-à-dire que le son que l'on a ici, qui est périodique, je peux le reconstituer si je fais un mélange de plusieurs sons purs, on vient de voir, chacun avec sa dose. Et on a le fondamental qui est la fréquence qui est 1 sur T, et puis on a les harmoniques qui sont les multiples du fondamental. Chaque fréquence contribue à la production du son global avec le dosage de chaque fréquence. On peut ainsi reconstituer le son en mixant tous les sons élémentaires avec la contribution de chaque fréquence dans le son. La répartition de cette valeur sur les fréquences s'appelle l'empreinte ou la signature sonore ou le timbre du son. Le timbre d'une voix, le timbre d'un instrument de musique. Donc, en fonction de la répartition, un son qui est dans c'est ça la répartition, est un son qu'on peut dire est un son qui est grave. Ça veut dire grave. Il comporte plus de fréquences basses que de fréquences aiguës. Lorsqu'on a un son quelconque, c'est le cas général. Quand je vous parle maintenant, le son que vous entendez, c'est un son quelconque. Il n'est pas ordonné. Je peux décomposer un son quelconque en aussi une répartition sur la fréquence, mais cette répartition devient alors une répartition uniforme, continue. Pas uniforme, mais continue. C'est-à-dire que toutes les fréquences vont participer à la production de ce son. Dans ce cas-là, on a affaire à la transformée de Fourier au point de vue mathématique. Mais physiquement, cela veut dire reproduire le son initial. Il suffira que je produise une infinité de sons à différentes fréquences et chaque fréquence va contribuer avec sa densité spectrale dans la production du son. Mathématiquement, on a P de T égale S1 sinus oméga 1T plus S2 sinus oméga 2 dans ce cas-là. Et là, au lieu de plus, on va faire intégrale de S oméga T avec S fréquence fonction de la fréquence. On peut faire la synthèse, c'est-à-dire provoquer des sons de synthèse. C'est ce qui se passe. Je vous ai donné la dernière fois l'exemple
de l'instrument, de l'orgue que vous avez. Vous appuyez sur un bouton, vous changez cette courbe. Et vous avez une courbe qui correspond au violon, une courbe qui correspond à la flûte, une courbe qui correspond au piano, etc. Et donc, en fait, dans votre synthétiseur, c'est pour ça qu'on l'appelle synthétiseur, il produit des sons de synthèse. Il n'y a pas de flûte, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de piano, mais vous reconstituez ces différents sons en produisant des sons purs. Et chaque son, vous le dosez en fonction de la signature sonore de la source que vous voulez reproduire, que vous voulez simuler. Maintenant, je vous ai dit que l'acoustique relève de la discipline qui est la mécanique des fluides, donc on peut la traiter directement au point de vue théorique. Je vais vous donner quelques notions, mais l'objectif, c'était de montrer que le son est bien une onde, et en combinant les équations fondamentales de la mécanique des fluides, on est arrivé à cette formule qui est encadrée, qui est l'équation de propagation. C'est exactement la même formule qu'on en a lorsqu'il s'agit d'autres types d'ondes, telles que les ondes électromagnétiques ou la propagation de la chaleur. Tout ce qui change, c'est le support de l'onde qui va changer. Là, on a la pression. Dans d'autres cas, on aura le champ E ou le champ B ou la chaleur ou n'importe quelle autre grandeur qui se propage. Donc, je suis passé rapidement sur ces notions pour arriver enfin à une notion importante qui est, vous aurez le poly, vous aurez le poly, et je vous ai envoyé aussi le poly sur votre boîte mail. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu, d'accord. Ceux qui ne l'ont pas reçu, ils peuvent le partager avec les autres. Et donc, et là, je vais envoyer à la reproduction, vous aurez aussi le support. Mais ça ne vous empêche pas de prendre des notes parce que, vous voyez, là, il n'y a pas de tout. Et ce côté théorique, je vous dis, ce n'est pas dans mon intention de vous le montrer. C'était seulement avoir une idée sur le côté théorique. Nous, on va passer directement sur le côté pratique. Alors, de temps en temps, je vais vous parachuter, en quelque sorte, des formules. Vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vient de la théorie. Donc, il y a une notion importante qui caractérise le son, c'est la notion d'intensité acoustique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intensité acoustique? C'est la quantité d'énergie qui passe à travers une surface pendant un certain temps. Elle représente la force du signal. Est-ce que le son est intense ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il est fort ou faible? En effet, pour avoir une sensation de force du signal, il faut qu'on ait beaucoup d'énergie qui passe à travers le temps. L'énergie par le temps, c'est une puissance, donc elle est en watts. Et cette énergie-là doit être concentrée sur une énergie par unité de surface, ça veut dire que le son est élevé. Si au contraire le son est dilué sur une grande surface, le son est faible. Du flux d'énergie acoustique, ça s'appelle l'intensité acoustique. On l'exprime en fonction de la vitesse de déplacement locale. On a une relation qui relie l'intensité. La pression, c'est la cause, ce n'est pas la pression elle-même, je l'ai dit, c'est la différence, la variation de pression au cours du temps. Je peux la caractériser par sa valeur efficace. Et la relation entre la pression efficace et l'intensité, la cause qui est la variation de la pression et la conséquence qui est l'intensité acoustique, la relation, c'est une loi du type loi d'Ohm, c'est-à-dire qu'on a la cause est égale à la résistance fois la conséquence. La cause, différence de potentiel électrique. La résistance, c'est la résistance électrique, ou l'impédance électrique lorsqu'on a un déphasage, quand il n'y a pas seulement un conducteur ohmique, mais on a en plus, par exemple, des condensateurs ou des bobines, multiplié par l'intensité du courant électrique. Donc, c'est des phénomènes qui sont analogues, qui obéissent aux mêmes lois du type que je viens de survoler. Évidemment, si j'ai l'intensité en watts par mètre carré, pour passer de l'intensité à la puissance elle-même,
il suffira d'intégrer sur la surface ou alors de multiplier par la surface dans le cas où l'intensité est uniforme. C'est-à-dire qu'on a la même intensité, quel que soit le point de la surface considérée. Ça va être pratiquement le cas dans l'acoustique du bâtiment, parce que si je considère un mur, je vais supposer que quel que soit le point du mur, il est soumis à la même intensité acoustique. Sinon, s'il y a une variation, il faut intégrer sur la surface. Donc, vous voyez que je passe assez rapidement, parce que tout ça, c'est des choses qui sont vues, mais je vais les retrouver. Alors, le niveau acoustique, c'est ça ce qui est nouveau un peu pour vous. C'est une conséquence de la loi de Weber-Fechner qui vous dit que si je veux graduer une échelle en termes d'intensité acoustique, c'est-à-dire comment j'entends un son de plus en plus fort, je ne vais pas graduer l'échelle des intensités, mais je vais graduer l'échelle du logarithme de l'intensité. Donc, pour avoir un créneau supplémentaire en termes d'intensité, je dois ajouter une valeur donnée au logarithme, ce qui revient à multiplier l'intensité par une autre valeur. J'ai cité ça la dernière fois. Mais là, je vais l'introduire de manière plus rapide. Donc, du logarithme de l'intensité et non pas de l'intensité, on introduit le niveau acoustique. Qu'est-ce que c'est que le niveau acoustique? Le niveau d'intensité acoustique, c'est défini par 10 log base 10 de I sur I0. I0, c'est une constante. Et là, on peut lui donner une interprétation physique. C'est le seuil d'audition à 1000 Hz. Qu'est-ce que ça veut dire seuil d'audition à 1000 Hz? Ça veut dire tant que l'intensité d'un son qui est émis à 1000 Hz est inférieure à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, je ne l'entends pas. À partir de cette valeur, je commence à reconnaître ce phénomène comme étant un son. Pourquoi je précise la fréquence? Ça aussi, j'ai déjà signalé, et je le répète maintenant. Eh bien, parce que notre oreille n'est pas fréquence. En particulier, de manière générale, notre oreille est plus sensible aux aigus qu'aux graves. Donc, c'est pourquoi, lorsque je veux parler d'intensité, eh bien, je vais définir ou préciser à quelle fréquence je travaille. Je vous ai illustré ce... Oui. L, c'est le niveau d'intensité. Hein? L indice I. Parce que ça relève à l'intensité. Hein? Donc, c'est le niveau d'intensité acoustique, L indice I. Donc, j'étais en train de dire que si je veux savoir quel est le niveau, quelle est la force du signal, je ne vais pas voir quelle est la valeur de l'intensité, mais quelle est la valeur de son logarithme. Donc, pour avoir un créneau supplémentaire, c'est-à-dire si je multiplie l'intensité par une valeur, cela revient à ajouter une valeur au niveau d'intensité. C'est-à-dire, pour avoir un son plus fort, il ne suffit pas d'ajouter une valeur à l'intensité, mais il faut ajouter une valeur à son logarithme. Par exemple, je donne un exemple concret, ça on l'a déjà fait la dernière fois, mais je le refais maintenant et on aura l'occasion de le revoir aussi. Je vais multiplier l'intensité par 10. D'accord? Donc, quel est donc L, maintenant L de I, je vais multiplier par L de I fois 10. Donc, je vais avoir 10 fois plus d'intensité. Cela se traduit au niveau de L par L va augmenter de combien? Alors, si je multiplie I par 10, donc 10 log 10 à la puissance 10 log de 10. Hein? Log base 10 de 10 est égal à 1. Donc, ça veut dire que je vais ajouter 10 au niveau L. Donc, quand je donne des valeurs, I, par exemple, est égal à 100. D'accord? Maintenant, je vais multiplier par 10. I va devenir égal à 1000. Donc, j'ai multiplié par
10. L'intensité étant multipliée par 10, je suis passé de 100 à 1000. Le L, il est de combien? Alors, si I sur I0 est égal à 100, par exemple, j'ai dit tout à l'heure 100. 100, alors ça fait combien? Ça fait 20. D'accord. Donc, on a un niveau de 20 décibels. Maintenant, je passe de 100 à 1000. J'ai multiplié par 10. Quel est le niveau qu'on va avoir? 30. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 10 l'intensité. Cela revient à ajouter 10 au niveau. Mon oreille n'est pas sensible aux intensités, il est sensible au niveau. Donc, si je veux savoir un son qui est de plus en plus fort, je vais raisonner sur les niveaux sonores. C'est pour ça que j'introduis les niveaux sonores, parce que c'est plus adapté à la sensation auditive. Je ne m'intéresse pas à la grandeur physique elle-même, qui est l'intensité, mais au niveau que cela me donne en termes de décibels. Alors, j'avais expliqué plus en détail la dernière fois comment on introduit le niveau, mais comme ça, c'est clair. On peut parler aussi de niveau de pression acoustique, ce qui est défini exactement de la même manière, mais au lieu de travailler avec les intensités, on va travailler avec les pressions efficaces, sachant que I et P au carré, comme je viens de démontrer, sont proportionnels l'un à l'autre. Donc le rapport I sur I0 est égal, P au carré c'est pas 0, le rapport entre I et P c'est ρ0c, c'est l'impédance acoustique qui est constante. Et donc ça veut dire que ces deux rapports sont égaux. S'ils sont égaux, on peut dire que la valeur de LP est égale à la valeur de LI. C'est pourquoi souvent on parle de niveau sonore, sans préciser est-ce que c'est un LI ou un LP, puisque c'est la même valeur. Des fois, je vais mettre L tout court. Hein. Vous voyez que c'est en décibels, mais les décibels dans un cas représentent des intensités. Le décibel ici, ça représente des pressions. Le décibel peut représenter n'importe quelle grandeur, il suffit de la construire de cette manière, 10 log de la grandeur sur une grandeur de référence. De la source. Puisque la source émet une puissance, cette puissance va être répartie sur des surfaces pour donner des intensités. Donc, la source de puissance acoustique, je vais adimensionner la 0 qui est égale à 10-12 watts. J'ai pris la même valeur numérique que pour l'intensité, mais ça n'a rien à voir puisque on verra que c'est seulement par commodité. Je ne peux pas donner une interprétation physique à W0. Là, I0, je peux l'interpréter physiquement comme étant le seuil d'audition à 1000 Hz. Mais là, 10 puissance moins 12, pour une source, je peux émettre n'importe quelle puissance. Hein. Elle peut être grande ou faible, il n'y a pas d'interprétation physique. Donc c'est seulement pour question de commodité, on verra où ça se manifeste cette commodité dans le prochain chapitre. Donc là, c'est la définition du niveau de puissance. Je vous ai donné également un certain nombre de valeurs de décibels et à quoi ça correspond dans la vie courante, dans le domaine de la conversation, de transport, intérieur, extérieur, etc. Donc, toutes ces valeurs-là, vous pouvez les retrouver à tête reposée dans le poly. Maintenant, on est passé à une autre notion, c'est la notion d'analyse des bruits stables. Donc, avant d'expliquer ça au tableau, je vais afficher d'abord une première diapo. Qu'est-ce que c'est qu'analyser un bruit? Bon, j'ai déjà expliqué ça au point de vue théorique. Analyser un bruit, ça veut dire faire une transformée de Fourier pour savoir la contribution de chaque fréquence dans la production du bruit. C'est grâce à l'analyse du bruit ou du son que je peux reproduire le son et faire des sons de synthèse. C'est-à-dire je fais la transformée de Fourier inverse. En d'autres termes, je superpose des sons élémentaires pour trouver un son initial. Évidemment, je ne peux pas superposer une infinité de sons élémentaires parce que l'infini n'existe pas en physique. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une discrétisation.
C'est-à-dire, je prends un nombre très élevé, plus ou moins élevé, disons, d'intervalles, et je vais dire que chaque intervalle contribue à la production du son. Alors, on va parler de ces intervalles. Donc, comment est-ce que je vais discrétiser l'intervalle, ou ce qu'on appelle aussi le champ audible, l'intervalle de fréquence audible que j'entends, qui s'étend de quelle valeur à quelle valeur, on l'a déjà dit la dernière fois, de combien de hertz jusqu'à combien de hertz je peux entendre, de 20 hertz jusqu'à 20 000 hertz. C'est quand même assez vaste. Hein? Donc, au-dessous de 20 hertz, qu'est-ce que j'ai? Les infrasons. Au-dessus de 20 hertz, on a les ultrasons. C'est comme les infrarouges et les ultraviolets. Ils ne sont pas visibles par l'œil. Les infrasons et les ultrasons ne sont pas audibles par l'oreille. C'est exactement le même principe. C'est des fréquences. Pardon, je ne comprends pas. Monsieur, on entend de 20 heures jusqu'à... Vous entendez? Vous entendez pas? Non, monsieur, vous avez dit on peut entendre de 20 heures jusqu'à 2000 ou bien 20 000. Entre 20 Hz et 20 000 Hz. 20 000 Hz, d'accord. C'est le domaine audible. Pour la lumière, on ne parle pas de fréquence, on parle de longueur d'onde. Quelles sont les marges ou les limites de longueur d'onde? 400, 800 en quelle unité? En angstrom, en 10 puissance 6, 10, moins 10, ou alors 0,4 jusqu'à 0,8 microns. C'est des longueurs d'onde. Tout à l'heure, on a vu la relation entre les longueurs d'onde et les fréquences. Hein. Le rapport, c'est l'un et l'inverse de l'autre. Enfin, pas l'inverse, mais inverse proportionnel. On a lambda égale C sur F. On l'a affiché tout à l'heure. Et donc, il faut subdiviser le domaine audible pour pouvoir le reconstituer. C'est-à-dire, je vais dire, mon son, voici, je peux le visualiser, puisque chaque fréquence lui correspond à une intensité ou un niveau. C'est pareil, puisque les niveaux sont reliés par la loi. Et puis, si je peux reproduire un son de synthèse en superposant toutes les intensités. Vous avez un synthétiseur, hein. Vous connaissez le l'orgue, on appelle ça aussi un synthétiseur. Il peut reproduire le son du violon, du piano, de la flûte. Hein. Vous appuyez sur un bouton, vous changez la loi de répartition de l'intensité sur les fréquences et vous obtenez un nouveau timbre. Ça s'appelle un timbre. Et donc, grâce à la connaissance ou à l'analyse du son, je peux reproduire des sons qui sont des sons de synthèse. C'est ce que fait naturellement notre oreille. Notre oreille, vous savez qu'on n'a pas seulement une paire d'oreilles, mais on a 3 paires d'oreilles. Hein. On a 3 oreilles de chaque côté. L'oreille moyenne, l'oreille externe, moyenne et interne. Hein. Vous avez le pavillon qui concentre un peu le son sur le tympan. L'oreille moyenne, vous avez ce qu'on appelle le marteau et l'enclume. Quand le tympan vibre, il fait vibrer des organes. Et à l'oreille interne, vous avez un organe qui s'appelle la cochlée et qui est composé de micro-os. On appelle ça des osselets. Des os, c'est-à-dire des petites structures qui ont des dimensions différentes. Et quand le son arrive à ces osselets, il rentre en résonance avec chacun des osselets. Parce que, puisque le son comporte plusieurs fréquences, mais avec des intensités différentes. Chaque fréquence va entrer en résonance avec l'osselet correspondant, qui a un mode propre. Chaque structure a un mode propre. Quand vous faites vibrer une structure, elle commence à vibrer avec son mode propre. Et lorsque vous excitez une structure en phase avec son mode propre, l'amplitude de la structure va commencer à augmenter. C'est quel phénomène? C'est le phénomène de résonance. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsque vous avez un séisme. À propos, pour le séisme, c'est exactement la même chose que l'acoustique, hein, puisque vous avez plusieurs fréquences
dans le séisme. Et le séisme excite des structures. L'acoustique aussi, l'onde acoustique excite aussi une structure. Quand vous avez un camion qui passe, vous voyez des fois, vous avez les vitres qui commencent à vibrer. Vous avez déjà vu ce phénomène, hein? Parce que la fréquence du son qui est arrivé est en phase avec la fréquence propre de votre structure. Quand vous excitez une structure avec sa fréquence propre, l'amplitude de vibration augmente. C'est ce qui se passe lorsque vous balancez, par exemple, votre petit frère avec la balançoire, qui est un pendule. Le pendule, il a une seule fréquence propre, hein, c'est facile à calculer, en fonction de la longueur du pendule et de la masse. Et lorsque vous donnez des impulsions en phase, vous entretenez le mouvement, vous pouvez même augmenter l'amplitude, hein. Alors pour le séisme, s'il y a une fréquence du séisme qui coïncide avec un mur, ce mur commence à vibrer, mais son amplitude va augmenter puisqu'il y a une correspondance. Il vibre au départ dans le domaine élastique et passe dans le domaine plastique jusqu'à la rupture. C'est pour ça, dans certains cas, vous avez un séisme et un mur qui est très gros, très solide apparemment, qui est détruit, et un autre mur qui n'est pas tellement gros, apparemment il est fragile, et il reste debout. Pourquoi est-il resté debout? Il a résisté au séisme. Eh bien, parce que dans le séisme, il n'y avait pas de fréquence, ou en tout cas la fréquence qui coïncidait avec le mode propre de ce mur, son énergie était faible. Donc il n'y avait pas de contribution de la fréquence propre de ce mur. Donc il a vibré avec sa fréquence propre, mais il est resté dans le domaine élastique, parce qu'il n'y a pas eu de phénomène de résonance. Donc la résonance va créer une amplitude qui est plus grande au niveau de notre oreille. Donc ça va créer un signal électrique qui est véhiculé par à travers ce qu'on appelle les influx nerveux jusqu'au cerveau. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il perçoit? Il perçoit la transformée de Fourier du signal. Parce que ces organes dont je vous parle, ils ont fait la transformée de Fourier du signal. Mais avec une discrétisation, avec plusieurs milliers de fréquences. Pas seulement, on verra, il n'y aura que 10 fréquences dans la pratique. Donc, on va prendre seulement 10 intervalles, hein. Donc là, notre oreille, elle a des milliers d'intervalles. Chaque fréquence, donc, elle a une certaine contribution. Et au niveau des cerveaux, le cerveau fait transformer de Fourier inverse. Il reconstitue le signal et on reconnaît ce signal sonore comme étant un son. Donc c'est ce qu'on essaie de faire aussi dans la pratique, hein. Quand vous parlez au téléphone, hein, vous entendez la personne qui entend le son de l'autre côté, hein, elle n'a pas entendu votre son directement. Transformé en un signal électrique qui a été transporté, véhiculé électriquement, et après le décodage du son, et on a retrouvé le son initial. Donc ça, c'était l'analyse. Ça, c'était important, parce que grâce à cette analyse, je peux connaître la hauteur du son. La hauteur, ça veut dire est-ce qu'un son est plus ou moins aigu. On parle de hauteur de son, il faut savoir est-ce que le son est plus ou moins aigu. Qu'est-ce que ça veut dire plus ou moins aigu? Ça veut dire est-ce que sa fréquence est grande ou faible. Un son aigu a une grande fréquence, un son grave a une faible fréquence. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle le médium. Le timbre, c'est la répartition du son sur les fréquences. Chaque voix, chaque instrument de musique a un certain timbre. Et grâce à la répartition, à la connaissance de la répartition des intensités sur les fréquences, je peux reconnaître un son, je peux voir le son. Je vais voir, il y a une signature du son. Donc, quand vous voyez la signature de quelqu'un, vous dites là c'est telle personne, hein. Donc il y a une empreinte digitale, une empreinte rétinienne, une empreinte dentaire. Donc chaque personne a une empreinte propre aussi vocale. Il y a des appareils électroniques qu'on peut déverrouiller grâce à la voix, à l'empreinte vocale. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'analyse
de votre voix, il l'enregistre, et quand vous parlez à nouveau, il compare votre voix à ce qui est enregistré dans sa mémoire, et il reconnaît que c'est vous, et il se déverrouille. Et enfin, en ajoutant toutes les intensités qui s'ajoutent, qui constituent les différentes fréquences, on peut reconstituer l'intensité globale du son. Bon, maintenant, je vais vous expliquer le principe de cette subdivision en termes de fréquence. Donc, je vais tracer l'axe des fréquences, mais évidemment, je suis obligé de mettre des points de suspension parce que ça va aller de 20 jusqu'à 20 000 Hz. Donc, si je voulais faire un axe qui contient toutes les valeurs, il me faudra des kilomètres d'axe. Je vais prendre, par exemple, 1000 ici. Pourquoi 1000? 1000, souvent, ça représente la référence parce que la majorité des sons qui sont émis, ils sont une composante non négligeable à 1000 Hz. Alors, comme pour l'intensité, on a dit que pour avoir l'impression d'un son qui est plus intense, il ne suffit pas que l'intensité augmente ou soit augmentée d'une valeur, mais il faut qu'elle soit multipliée par une valeur. On a dit pour avoir 10 décibels de plus, il faut multiplier l'intensité par 10 en termes d'intensité. Pour les fréquences, c'est pareil. Pour avoir un son plus aigu, il ne suffit pas que la fréquence augmente, mais il faut qu'elle soit multipliée par un certain nombre. Hein? Je n'entends pas. Voilà, pour l'intensité, j'ai expliqué tout à l'heure, hein, pour l'intensité, si je veux avoir un son plus intense, donc si je veux avoir 10 décibels de plus, qu'est-ce qu'il faut pour l'intensité? Il faut la multiplier par 10. Donc si vous voulez, pour l'intensité, je vais aller de 10 décibels en 10 décibels, et chaque 10 décibels, ça correspond à une multiplication par 10. Chaque 10 décibels. 1 décibel, ça correspond à une multiplication par 10 à la puissance 1 dixième. D'accord? Pourquoi 1 dixième? Parce que chaque créneau, je multiplie par 10 puissance 1 dixième, 1 dixième, 1 dixième. Quand je fais ça 10 fois, ça va être fois 10. Donc, maintenant, je vais représenter maintenant le logarithme de la fréquence. Et je représente 1000, toujours 1000. Alors, quand je dis 1000, en fait, c'est logarithme de 1000, puisque ça, c'est l'axe, une échelle logarithmique. Je vais choisir des créneaux de telle sorte que je vais avoir ici 1000, voici 2000, 500. À chaque fois, je vais prendre des intervalles dans la distance double. 250. Je vais prendre, pour avoir un son qui est plus aigu, je vais passer de 250 à 100, de 100 à 1000, de 1000 à 2000, de 2000 à 4000. À chaque fois, je vais doubler la fréquence pour avoir l'impression d'un son qui va être de plus en plus aigu. D'accord? Alors, c'est-à-dire que je vais aller de F à 2F. Quand je vais de F à 2F, par exemple, quand je vais de 1000 à 2000, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 2. Un intervalle tel que F1, F2, avec F2 qui est égal à 2 fois F1, ça s'appelle une octave. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une octave? C'est un intervalle de fréquence tel que l'extrémité est égale au double de l'origine de notre intervalle. Donc, je vais subdiviser le domaine ou discrétiser le domaine par des octaves. Donc, si c'est des intervalles qui ne sont pas égaux dans le domaine des fréquences, par contre, ils sont égaux dans le domaine des logarithmes. Pourquoi? Car quand je vais de log de f
je vais à log de 2f. À quoi est égal log de 2f? Égal à log de f plus log de 2. Donc là j'ai multiplié par fréquence. On revient à ajouter une valeur qui est toujours constante, log de 2. Donc là, si je veux représenter 2000 et représenter 500, c'est le même intervalle. Là, j'ai multiplié par 2. Là, j'ai multiplié par 2. D'accord? Parce que j'ai ajouté toujours la même valeur. Donc, la sensibilité de notre oreille, ce n'est pas la fréquence, mais le logarithme de la fréquence. Ce son est plus aigu que celui-ci, ainsi de suite. Hein. Donc, je vais raisonner sur le logarithme de la fréquence. Et comment je vais graduer les logarithmes? Je vais les graduer par des octaves. Donc là, là, il y aura une octave, une autre octave. Alors, en fait, F1 et F2, je vais prendre comme octave l'octave qui est centrée à 1000. Donc, F1, F2. Vous voyez que cette distance-là, ça correspond à une multiplication par 2. Donc, cette distance-là, c'est aussi une multiplication par 2. Donc, c'est ça l'intervalle que je vais considérer comme subdivision ou partition de l'axe des fréquences en termes de logarithme. Donc, ça, c'est une octave. Là, ensuite, on aura une autre octave. Là, une autre octave, et ainsi de suite. À chaque fois, on va avoir des octaves. On dit que cette octave-là, F1, F2, elle est centrée en FM. FM ou F0, c'est, on l'appelle la fréquence médiane. Quelle est la relation entre FM, F1 et F2? C'est le milieu, c'est-à-dire F1 plus F2. Alors, ce n'est pas F1 plus F2 sur 2, puisque là, c'est le logarithme. Qu'est-ce qu'on va avoir? Log de Fm, c'est égal log de F1 plus log de F2 sur 2. Alors, si j'applique les lois du logarithme, log de F1 plus log de F2, c'est égal à log de F1, F2. Et 1 demi log de F1, F2, c'est égal, si je rentre le demi à l'intérieur du log, puissance 1 demi, c'est-à-dire la racine. Donc ça, c'est égal à log de la racine de F1, F2. Donc à quoi est égale la fréquence médiane? Ce n'est pas F1 plus F2 sur 2, mais c'est racine de F1, F2. Et donc là, j'ai l'octave, on appelle ça, l'octave qui est centrée à 1000. Et l'octave centrée à 2000. Ou tout simplement l'octave 1000, l'octave 2000. Donc il y a plusieurs octaves. Et je vais subdiviser le domaine audible en un certain nombre d'octaves qui vont couvrir la totalité du champ audible. Alors, combien j'ai besoin d'octaves, à votre avis? Je vais continuer. Donc, 2000, 4000, ensuite, la même distance, 8000, même distance, 16000. Je ne vais pas ajouter une valeur parce que je vais passer à 32 000. Je dépasse le domaine. Dans l'autre sens, j'ai 500, j'ai 250, 125. Après, je vais avoir 63,5. Ensuite, je vais avoir 21, ou 63 tout simplement, 21,5. Et ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, avec 10 octaves, j'ai couvert. Pourquoi je ne suis pas allé plus loin? Parce que je vais descendre au-dessous de 20. Donc, le son n'est plus. Oui, c'est comme ça qu'on. C'est des valeurs normalisées. Hein. Donc, normalement, c'est 62,5. Hein. On a pris 63 et là, on pose 21,7. Donc, on a fait des arrondis. Hein. C'est bon? Donc, voici le principe de la subdivision. Et quand je veux savoir je veux caractériser un son,
Je vais dire, par exemple, l'octave 1000, elle participe avec une certaine valeur dans la production du son. L'octave 2000, il y en a plus, donc je vais avoir plus de valeur. Là, par exemple, ça c'est un son qui est aigu. S'il n'y a pas beaucoup de graves dans le son, donc par exemple l'octave 250, eh bien, il y aura une toute petite contribution, et ainsi de suite. Hein. Et la répartition sur les fréquences, ça constitue ce qu'on appelait la signature de ce bruit. Hein. Je reconnais le bruit avec la répartition. Évidemment, ce n'est pas point par point, mais intervalle par intervalle. J'ai fait une discrétisation. La réalité, c'est une courbe continue. Mais évidemment, je ne peux pas physiquement représenter une courbe continue. Ça veut dire que j'ai une infinité de données. Donc là, je fais une discrétisation et chaque intervalle va contribuer à la production du son avec sa contribution. Seulement, attention, là, c'est des intervalles égaux dans le domaine des logarithmes et à chaque fois, je vais avoir des intervalles qui seront, à chaque fois, qui vont doubler. Quand je passe d'une octave à l'autre, je double l'intervalle. Ici, j'ai 250, de là à là, j'ai 250, de là à là, j'ai 500, de là à là, j'ai 1000. À chaque fois, je vais avoir l'intervalle qui double. Donc ça, c'était l'analyse d'octave. Donc une bande d'octave, c'est un intervalle de fréquence que F2 égale 2 fois F1. Et la fréquence médiane, c'est racine de F1, F2. Et puis il y a aussi, on va voir tout à l'heure, l'octave, on peut la subdiviser elle-même en 3 bandes de tiers d'octave. Donc voici le schéma que je vous ai tracé. Donc déjà, vous vous souvenez de l'explication que j'ai faite au niveau de l'intensité. Donc, lorsque l'intensité est multipliée par 10, on a dit le niveau augmente de 10 décibels. Maintenant, lorsque la fréquence est multipliée par 2, on passe d'une octave à l'autre. Et donc, on passe, cette échelle est graduée en octaves. Et à chaque fois, il y a une octave supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a une multiplication par, on ajoute la valeur, comme on a dit tout à l'heure, log de 2. Donc c'est ça la fréquence. Hein. Donc là, je prends une octave entre F1 et F2. Par exemple, je prends l'octave centrée à 1000. Cette fréquence qui est centrée en F0, fréquence médiane. Donc je passe de F1 à F2 en multipliant par 2. Bien, je peux diviser cette octave en 3 bandes de tiers d'octave. Donc l'intervalle F1, F2, ça va être égal F1, F'1, F'1, F'2, F'2, F2. Donc je prends toujours la même fréquence médiane, F0, mais je prends un intervalle qui est plus petit. Donc au lieu d'avoir 10 intervalles pour couvrir le champ, je vais avoir 30 intervalles. Quel est l'intérêt? C'est d'avoir plus de précision. D'erreur dans le calcul. Lorsque le pas de l'intervalle tend vers 0, je retrouve la formule initiale qui est là. Et donc, pour passer de F'1 à F'2, j'ai multiplié par quelle valeur? Chaque distance correspond à une multiplication par une valeur qui est connue. 2 puissance 1 tiers. Parce que la puissance 1 tiers, une deuxième et une troisième, ça fait 2 puissance 1 tiers au cube, c'est-à-dire fois 2. Donc, qui sont égaux dans le domaine des logarithmes, mais en fait, à chaque fois, voilà, c'est un intervalle qui était grand au départ, j'ai pris 3 intervalles à l'intérieur d'un même intervalle. Oui. Ce sont des tiers d'octave.
L'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir une information globale sur tout l'intervalle, je vais savoir dans cet intervalle comment c'est réparti. Alors, ça me donne plus d'informations. Je peux passer des tiers d'octave à l'octave, mais je ne peux pas faire l'inverse. Quand j'ai l'information globale, je ne peux pas savoir chaque intervalle, comment est-ce qu'il a contribué à l'intensité globale. Ainsi, par exemple, j'ai 10 bandes d'octaves qui sont normalisées, eh bien, je peux passer de 10 bandes d'octaves مسيو ما كنسمعوكش. مسيو راه ما كنسمعوكش مسيو. غير قطعت لي الكونيكسيون. أسامة وي صحابك حاضر أنا. يا خويا مازال أسامة صافي مازال ناخذك.
Vous êtes là maintenant, il y a eu une coupure de réseau. Est-ce que vous m'entendez là, les côtés? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Hein. Donc, on continue. Où est-ce qu'il est passé dans mon... Je vais partager, je vais tout refaire. Hein. D'accord. Même... Bon, je reprends cette diapo. Donc, on a dit qu'on peut subdiviser une octave en 3 bandes de tiers d'octave. Dans ce cas-là, les bornes de la tiers d'octave sont reliées par la relation f'2 égale f'1 fois 2 puissance 1 tiers. Puisque quand je fais 3 bandes de tiers d'octave, donc j'ajoute 3 bandes de tiers, souligné j'ajoute, hein, donc c'est une somme, eh bien, qu'est-ce que je fais en termes de fréquence? Je multiplie par 3 fois le même terme. Une multiplication par un terme dans l'axe des fréquences revient à une addition dans le terme des logarithmes. C'est ça même le principe du logarithme, c'est de passer de la multiplication à l'addition. Et donc, quand je multiplie 3 fois de suite par 2 puissance 1 tiers, ça revient à multiplier par 2. Donc là, grâce à 10 bandes d'octave, je peux couvrir la totalité du champ audible. Grâce à 30 bandes de tiers d'octave, je peux couvrir donc toute la bande audible. Donc ici, vous avez 1250, c'est égal à 1000 multiplié par 2 à la puissance 1 tiers. Vous pouvez vérifier par votre calculatrice si vous voulez. Donc, comment est-ce que je vais représenter le son? Je vais, en abscisse, je vais mettre les octaves, et en ordonnée, je vais dire chaque octave, comment est-ce qu'elle participe à la production du son entier. Donc, dans l'octave 63 décibels, dans cet exemple, eh bien, vous avez, par exemple, je ne sais pas, ici, 75 décibels qui sont produites dans cette marge de fréquence. Vous avez 80 décibels produites dans cette marge, et ainsi de suite. Hein. Et quand vous tracez cette courbe-là, qui est en rouge, eh bien, ça représente la signature sonore de ce bruit. Chaque bruit, par exemple, là, je regarde ce son et je dis, ah, là, ça c'est une flûte. Voilà, par exemple. Hein. Voici la répartition. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ça, c'est un violon. Donc, je reconnais le son, ou ça, c'est la voix de telle personne. Oui. Parce que là, il y a une certaine répartition des intensités sur les fréquences. Quel était l'intérêt de faire cette répartition? J'en ai déjà parlé un peu quand j'ai dit que notre oreille n'est pas sensible de la même manière à toutes les fréquences. Donc, vous pouvez avoir la même intensité globalement, mais si la répartition de fréquences n'est pas la même, vous n'aurez pas la même sensation subjective de ce son. Donc, pour savoir quelle est la répercussion du son sur votre oreille, il faut savoir cette intensité physique qui est répartie sur toutes les fréquences, comment est-ce qu'elle est répartie pour chaque fréquence, ou pour chaque octave plus exactement. Si en faisant la décomposition, ou en fait l'analyse spectrale,
je trouve que ce son comporte plus de graves que d'aigus, cette répétition ne sera pas très grande. J'aurai l'impression que le son n'est pas très fort. Si c'est l'inverse, j'aurai l'impression que le son est fort. C'est ce que j'ai dit comme tout à l'heure, comme une voix de garçon et une voix de fille. Hein. Si un garçon et une fille, tous les deux, émettent la même énergie par leur cordes vocale, sachant que la fille, généralement, elle a plus d'aigus que de graves par rapport au garçon, eh bien, le récepteur, il aura l'impression que la voix de la fille est plus forte que la voix du garçon, alors qu'ils ont émis la même énergie acoustique. Parce que notre oreille n'est pas sensible de la même manière à toutes les fréquences. Donc, comme l'acoustique du bâtiment est destinée aux occupants du local qui sont des êtres humains, il faut savoir quelle est la sensation subjective des occupants vis-à-vis du son qu'ils vont recevoir. Et donc, il faut faire une analyse spectrale du son pour savoir quelle est la sensation auditive. Il y a une deuxième raison qui est tout aussi importante. Si j'en ai parlé la dernière fois, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la décomposition du son dans le domaine du bâtiment? Dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on construit? Des murs. Alors pour les murs, pour isoler, d'accord? Est-ce qu'ils isolent de la même manière toutes les fréquences? Non. Donc, comme pour notre oreille, elle a un comportement différent en fonction des fréquences, même les murs, ils auront des comportements différents en fonction des fréquences auxquelles ils sont soumis. Non, c'est indépendant. Donc, un son est caractérisé par les fréquences et le niveau. Le niveau, c'est une synthèse, c'est-à-dire c'est toutes les fréquences, c'est global. Mais ce niveau-là, il est réparti sur les fréquences. À la limite, lorsque toute l'intensité acoustique est concentrée sur une fréquence qui est inférieure à 20 Hz, je vous ai donné l'exemple au début de la séance. J'ai pris cette règle, j'ai fait ça. Là, j'ai produit un son. Mais vous ne l'entendez pas. Pourquoi? Parce que sa fréquence n'est pas suffisante. Hein? D'accord? Donc, il peut être très fort ou très faible, mais ce n'est pas ça qui va vous donner la sensation. Vous n'allez même pas l'entendre. Hein? Donc, vous voyez que ce sont deux choses complètement différentes. Hein? Et donc, il faut savoir quelle est la répartition des intensités sur les fréquences, aussi pour les murs. Je vous ai donné un exemple la dernière fois de quelqu'un qui, je le reprends aujourd'hui, de quelqu'un qui veut vous faire acheter une paroi préfabriquée en prétendant qu'elle est très isolante. Mais il va vous tricher. Pourquoi? Comment est-ce qu'il va tricher? Il va essayer de vous convaincre. Quelle est l'expérience qu'on fait pour montrer qu'une paroi est isolante? Je vais prendre deux locaux, un local émetteur et un local récepteur. Dans le local émetteur, je vais émettre un son et je le mesure avec un sonomètre qui va me donner quel est le niveau émis. Je prends dans la salle d'à côté, j'émets 80 décibels. Et je viens dans cette salle et je mesure le niveau qui a été transmis à travers la paroi. Si ce niveau est faible, ça veut dire que la paroi est isolante. S'il est élevé, la paroi n'est pas isolante. Pardon, on ne peut pas avoir le même niveau, évidemment, parce qu'il y a il a traversé la paroi. Donc, il y a une partie qui a été réfléchie, une partie absorbée, donc seulement une partie qui a traversé la paroi. Donc, une paroi est performante lorsque la partie qui a traversé la paroi n'est pas très grande. Comment je peux savoir qu'il n'y a pas beaucoup de bruit qui a traversé? Je mesure le niveau dans la salle de réception. Par exemple, si à l'émission j'ai 80 décibels et à la réception j'ai 20 décibels, disons, ça veut dire que le niveau a chuté de 60 décibels en traversant la paroi. Donc ma paroi est performante. On peut faire ça mentalement. On a dit que chaque 10 décibels correspond à une multiplication par 10. Donc lorsque on a 60 décibels de moins, entre 80 et 60,
l'intensité a été divisée par combien? Elle a été divisée par 10, 6 fois. Chaque 10 correspond à une division par 10. Donc, je divise par 10, ça veut dire 10 puissance 6, c'est-à-dire 1 million. Donc, il y a le millionième du bruit qui est passé. Donc, la paroi, elle n'a laissé passer qu'une partie par million du son. Donc, elle est performante. Maintenant, si je fais une expérience analogue et que je trouve 70 décibels à la réception, la paroi n'est pas très performante. Je suis passé de 80 à 70. Il y a à peine un dixième, donc il y a un dixième qui est passé. Hein. Un dixième, c'est beaucoup par rapport à... Donc, le niveau a baissé de 10 décibels. Il n'a pas baissé de 60 décibels. Donc, pratiquement, je continue à entendre le son qui est à côté. La paroi n'est pas performante. Donc, lui, cette personne qui veut vous faire acheter sa paroi, comment est-ce qu'il va vous tricher? Il va faire cette expérience, mais il va la faire avec un son aigu. Parce que la paroi ne se comporte pas de la même manière avec toutes les fréquences. Plus exactement, les fréquences aiguës sont plus isolées que les fréquences graves. D'accord? S'il avait fait, il va faire une première expérience pour vous convaincre. Et il va émettre un son aigu. Et quand vous allez mesurer le niveau à la réception, vous allez trouver 20 décibels. Vous serez convaincu puisque la paroi a isolé. Mais en fait, s'il avait fait la même expérience, mais avec un son grave, c'est la même énergie, vous allez mesurer 80 décibels. Mais le son est grave, il n'est pas aigu. Lorsque vous allez mesurer le niveau à la salle de réception, est-ce que vous allez trouver 20 décibels? Non. Vous allez trouver combien? Par exemple, 70 décibels. C'est la même paroi, mais dans un cas, elle a isolé 60, elle a permis une chute de 60 décibels, et dans un autre cas, elle a permis la chute seulement de 10 décibels. Elle n'est pas du tout isolante. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas cette information, on peut facilement vous tricher, parce qu'on mesure le niveau global, mais on vous dit non, je n'ai pas besoin du niveau global. Qu'est-ce que je veux savoir? Comment ce niveau est réparti sur les fréquences, parce que c'est ça qui va caractériser le comportement de la paroi. Vous avez compris? Donc ça, c'est pour ça qu'on est obligé de faire cette analyse. Là, c'est pareil, mais avec les tiers d'octave, on a plus d'informations. Alors, pour parer à cette tricherie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire toutes les expériences qui caractérisent les parois avec un même type de bruit à la source. Comme ça, si je dis une paroi est plus performante que l'autre, je peux le dire objectivement, parce que les deux expériences sont faites avec la même répartition des intensités sur la fréquence en ce qui concerne le bruit émis. D'accord? C'est un info, effectivement, le type de bruit qui est émis pour savoir quel est le comportement de la paroi. Le comportement de la paroi, il n'a pas changé, mais son comportement est différent en fonction des fréquences. Donc, si vous la soumettez à des fréquences graves, elle va faire passer le bruit. Si vous la soumettez à des fréquences aiguës, elle ne va pas faire passer le bruit. C'est-à-dire qu'elle a une loi d'isolation en fonction des fréquences qui est reçue. Si je veux faire cette expérience, eh bien, je vais soumettre la paroi à un bruit qui s'appelle un bruit rose. Un bruit rose, c'est un bruit qui ressemble aux sons qui sont émis à l'intérieur d'un local. C'est une paroi qui est destinée à être utilisée comme cloison, c'est-à-dire à séparer deux locaux. Parce que le son qui est émis à l'intérieur d'un local, que celui qu'on a d'émettre maintenant,
il a une certaine répartition sur les fréquences. Par contre, le son qui vient de l'extérieur, qui vient de la rue, de la route, on appelle ça bruit routier, c'est la circulation routière, il a une nature différente. Il comporte plus de graves que d'aigus. Donc, on va définir 3 sons qui sont des sons de référence. Les 2 plus importants, c'est le bruit rose et le bruit routier qui servent à casser les parois, mais aussi, il y a aussi le bruit blanc qui a un intérêt pédagogique. Qu'est-ce que c'est que le bruit blanc? C'est par analogie à la lumière blanche. Pourquoi pédagogique? Parce que je connais le comportement de la lumière blanche. La lumière blanche, c'est la lumière du soleil. Vous avez un rayon du soleil, vous pouvez faire son analyse. On peut visualiser les fréquences. Comment je fais l'analyse de la lumière blanche? Par quelle expérience? Vous avez déjà vu normalement dans votre cursus. Le prisme, voilà. Donc, je fais passer la lumière à travers le prisme et elle me donne sa transformée de Fourier. C'est-à-dire, elle me donne les fréquences qui constituent la lumière. La lumière, c'est une onde. C'est exactement pareil que le son. L'intérêt avec la lumière, c'est que je peux voir chaque couleur parce que c'est un phénomène qui est monodimensionnel. Le son, je ne peux pas entendre chaque son à part parce que les sons sont tridimensionnels et les sons se mélangent. Donc, je ne peux pas dissocier chaque son à part. Mais pour la lumière, je peux voir les couleurs qui constituent la lumière. C'est-à-dire, je peux faire une décomposition sur les fréquences. La couleur, c'est une longueur d'onde ou une fréquence, c'est pareil. On a dit que c'est la même chose. Et je peux faire la transformée de Fourier inverse. Je peux reconstituer la lumière blanche. C'est une expérience, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir. Vous prenez un disque, vous le partagez en secteurs, comme les portions d'un fromage, et vous coloriez chaque secteur avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vous faites tourner rapidement ce disque autour de son axe. Qu'est-ce que vous voyez? J'aurais pu vous faire cette expérience. De toute façon, vous pouvez la trouver sur YouTube. شوفوا البيض On voit le blanc. Voilà, quand vous dites, c'est un son de synthèse. C'est une couleur de synthèse. D'accord? C'est-à-dire, je prends des valeurs qui sont des valeurs harmoniques, pures. Chaque couleur, ça correspond à une longueur d'onde bien déterminée, c'est-à-dire une fréquence bien déterminée. Je superpose, je mélange toutes ces couleurs et je retrouve la couleur initiale qui est Le blanc. le blanc. Pareil, pour le laser, il y a des lasers qui comportent le bleu et le vert. Et vous le faites traverser un prisme et il se divise en 2 lasers, une composante bleue et une composante verte, par exemple. Alors, pour le son, c'est pareil. On va faire l'analyse du son et on va avoir différentes contributions. Alors, pour revenir maintenant au bruit blanc, si toutes les fréquences produisent la même intensité, en termes d'octave, quand je passe d'une octave à l'octave suivante, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On double la longueur de l'intervalle. Donc, si j'ai la même répartition sur les fréquences et je double l'intervalle, je vais avoir le double de l'intensité. Quand je passe de l'octave 1000 à l'octave 2000, l'intensité va doubler quand il s'agit d'un bruit blanc. En termes de niveau, de combien va augmenter le niveau dans ce cas-là? Le niveau ne va pas doubler. Par exemple, si à 1000 Hz, j'ai une contribution de 60 décibels. À 2000 Hz, quelle va être sa contribution? Non, pas 120, parce que 120, on va éclater nos tympans. Donc, ce n'est pas 120. Parce que l'expression du niveau en fonction de l'intensité, ce n'est pas une fonction linéaire. Quand je multiplie par 2, on a dit, je ne multiplie pas par 2 les niveaux. D'accord? Le niveau va augmenter de combien quand je multiplie l'intensité par 2? Log de 2.
pas log de 2, 10 log de 2, parce que c'est 10 log de I sur I0. Lorsque I sur I0 est égal à 1000, par exemple. Je prends un exemple. Je ne vais pas prendre 1000 parce que 1000, c'était pour la fréquence. Disons, ça va être, disons, je ne sais pas, je vais prendre 200, par exemple. D'accord? Donc, I sur I0 égale 200. Et puis, je passe de 200 à 2000. Je vais multiplier l'intensité par 100. L'intensité, le niveau va augmenter de combien? De 10. Donc, à chaque fois que je multiplie par 10 l'intensité, le niveau va augmenter de 10. Donc, je ne vais pas multiplier le niveau par 10. Je vais augmenter de 10. Maintenant, je ne vais pas multiplier l'intensité par 10, je vais multiplier par 2. Puisque l'intensité double. De combien va augmenter le niveau? 10 log de 2. À quoi est égal 10 log de 2? Vous avez une calculatrice entre les mains, vous pouvez me calculer 10 log de 2. Log base 10, 3. Voilà, donc 3 décibels. Donc quand l'intensité double, le niveau ne double pas, il augmente de 3 décibels. Parce que c'est ça la sensibilité de notre oreille, c'est au niveau du niveau et non pas de l'intensité elle-même. On n'a pas un son qui est 2 fois plus fort, mais on a à peine 3 décibels de plus par rapport au son précédent. Donc, le bruit blanc, comment est-ce qu'il va être caractérisé? Monsieur, oui. On peut supporter jusqu'à quel niveau? Répétez votre question. On peut supporter jusqu'à quel niveau? On peut supporter jusqu'à à peu près 120, c'est le seuil de douleur. Au-delà, on va éclater nos tympans. Et on commence à entendre à partir de 0 décibels. Au-dessous, le son existe, mais il n'est pas audible. Et tout ça à 1000 Hz. Donc, vous voyez, quelle est la répartition? Si je suppose qu'à 1000 Hz, j'ai 70 décibels, quelle est la valeur à 2000 Hz? 70 plus 3, 73. Hein? Quelle est la valeur à 500? C'est 67. Donc, c'est une répartition en escalier comme ça. C'est le bruit blanc. En fait, quand je passe d'une fréquence à l'autre, ou d'une octave à l'autre, j'ai doublé l'intensité. Mais en termes de niveau, j'ajoute 3 décibels à chaque fois. Le bruit blanc n'est pas très utilisé dans le bâtiment, mais il est intéressant parce que je peux faire l'analogie avec la lumière blanche. Par contre, ce qui est plus utilisé, c'est le bruit rose. Quel est le bruit rose? Vous avez toutes les octaves qui contribuent de la même manière à la production du son. Donc, si j'ai, par exemple, ici, combien? J'ai 59 décibels à 1000. Pour toutes les octaves, on va avoir 59 décibels. Ça, c'est un bruit de référence. Donc, l'expérience que je vous ai décrite tout à l'heure, elle n'est valable que si le son qui est émis suit cette loi dans la répartition des niveaux sur les fréquences. Si j'avais pris une autre source, par exemple celle-ci, eh bien, l'isolation ne sera pas la même. Est-ce qu'elle sera plus grande avec ce son ou avec ce son, à votre avis? Hein? Avec le premier, elle sera plus grande. Hein? Parce que l'essentiel de l'énergie est concentré dans le domaine où la paroi est performante. Et là où la paroi n'est pas performante, il y a une faible contribution. Donc, globalement, la paroi va être performante, le niveau va baisser à travers la paroi. Là, c'est moins performant. Lorsqu'on a un bruit routier, c'est encore moins performant parce que, pour le bruit routier, vous avez la répartition suivante. C'est-à-dire que si on prend 1000 toujours comme référence, dans les graves, vous avez le L1000 plus 6. Ça veut dire, je prends l'exemple de 70, voilà, par exemple, de tout à l'heure. Quand c'est un bruit routier, on a 70, 73, 76, on a vu tout à l'heure. Alors, lorsque c'est un bruit routier, on a 70, 68, 62, et là, on va voir 71,
75, 76. Hein. Ça, c'est la répartition du son sur les fréquences. Je ne vais pas représenter histogramme. Là, ça va être une répartition qui va avoir l'allure suivante. Hein. Elle est décroissante. Elle va de grandes valeurs jusqu'aux faibles valeurs. Ça, c'est un bruit routier normalisé. Par défaut, quand je veux dimensionner une paroi en tant que façade, je vais supposer qu'elle va être soumise à ce bruit-là et je la dimensionne en conséquence. Qu'est-ce qui nous impose de dimensionner la paroi? C'est les contraintes acoustiques, avoir de niveau acoustique à l'intérieur du local. Combien je tolère de bruit qui va passer à travers la paroi. Vous savez que le dimensionnement des parois, ce n'est pas une question structurelle. Donc, la structure est appliquée aux poteaux. Les murs, on ne calcule pas les charges en fonction des poids des murs. C'est des choses que vous connaissez certainement. On regarde les charges permanentes, etc. Mais après, on multiplie par un facteur majorant. Vous avez fait ça, tout ça, je pense, dans d'autres matières, ce n'est pas mon problème. Hein. Mais en tout cas, si vous voulez dimensionner les murs, ce n'est pas vis-à-vis de ce qu'ils vont supporter comme contrainte, mais vis-à-vis de leur comportement acoustique et thermique. Et donc là, votre rôle, si c'est votre rôle, est de faire un dimensionnement, choisir les matériaux, leur épaisseur, etc. C'est en plein dans votre domaine d'activité. Eh bien, il faut savoir quelles sont les contraintes acoustiques de ce local. Et donc, c'est pour ça que je suppose que ce mur ou cette façade va être exposée à ce genre de bruit pour dimensionner. Elle intervient de manière minime, hein, c'est-à-dire sur la vitesse du son. Hein. La température, on a vu qu'elle intervient au niveau de la vitesse du son. Mais le dimensionnement des parois, il suppose qu'elle va être exposée à un bruit routier en tant que façade ou un bruit rose en tant que cloison. Après, on peut faire ce qu'on appelle des mesures in situ. C'est-à-dire, après que le bâtiment soit construit, je peux mesurer le bruit à l'extérieur. Mais tant que le bâtiment n'est pas construit, par exemple, c'est un nouveau projet, on ne peut faire que des estimations. Et donc, l'estimation qu'on fait pour le type de bruit qui va attaquer la façade, c'est un bruit routier. Maintenant, on va continuer à décortiquer un peu le son et on va voir ce qui se passe lorsque vous avez la décomposition ou la composition de deux sons. Bon, allez-y. Je vais produire un son. Là, vous entendez un son, à un certain niveau. Là, vous avez aussi un autre niveau. Ce sont deux sons qui sont complètement différents. À propos, ça c'est un son qui est grave, là c'est un son qui est aigu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une seule fréquence, mais là il y a plus de grave que d'aigu, et là il y a plus que de grave. Globalement, un son aigu, un son grave. Bon, ce n'est pas ça le problème. Maintenant, je vais émettre les deux sons simultanément. Là, vous avez un niveau. Par exemple, on va dire ici, vous avez 50 décibels. Là, vous avez 55 décibels. Je fais comme ça. Combien vous entendez? Ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas 105. Je n'ajoute pas les niveaux. Tout à l'heure, je n'ai pas multiplié par 2 quand j'ai doublé l'intensité. Là, je ne vais pas ajouter les niveaux. Hein. Donc là, je dois calculer le niveau qui résulte de deux niveaux. Pour cela, on va appliquer la formule qui relie le niveau à l'intensité. Donc, supposez que j'ai un niveau L1. À quoi il est dû? À une certaine intensité. À quoi est égal L1? C'est égal à 10 log de I1 sur I0. J'ai un deuxième niveau, L2.
est égal à 10 log de I2 sur I0. Maintenant, je produis les deux niveaux en même temps. Je veux savoir quel est le niveau qui résulte. L. Qu'est-ce qui s'ajoute? Ce ne sont pas les niveaux, ce sont les intensités, parce que ce sont des énergies. Donc, j'applique la définition aussi du niveau pour le niveau résultant. À quoi c'est égal? À 10 log, et ça va être I1 plus I2 sur I0, puisque j'ai les deux niveaux qui sont produits simultanément. À propos de I1 et I2, ça peut être deux sources différentes, comme c'est le cas ici, mais ça peut être aussi une même source, mais je calcule la contribution de l'octave 1000 et la contribution de l'octave 2000, par exemple, puisque elles sont produites simultanément. La décomposition sur les fréquences, elle est artificielle, hein? Mais en fait, toutes ces fréquences, elles sont produites simultanément. Et donc, ça me permet aussi de savoir quel est le niveau global d'une source, si je connais la contribution de chaque fréquence. À quoi ça c'est égal? C'est égal à 10 log de I1 sur I0 plus I2 sur I0. À quoi est égal I1 sur I0 en fonction de L1? La fonction réciproque. Donc ça c'est combien? On a log de I1 sur I0 égale L sur 10. Alors si log de X égale Y, Y est égal à combien? Exponentielle. Alors exponentielle lorsque j'ai ici un ln, logarithme base E. C'est E à la puissance. Donc là, ça va être 10 à la puissance. Hein? 10 à la puissance X. Hein? C'est ça. Et donc là, à quoi est égal I1 sur I0? C'est 10 à la puissance combien? L sur 10. Hein? L1 sur 10. Pareil pour le L2. Donc, je peux exprimer L en fonction de L1 et de L2. À quoi est égal L? C'est égal à 10 log de 10 puissance L1 sur 10 plus 10 puissance L2 sur 10. Ça, c'est le L. Donc, quand j'ai deux niveaux, L1 et L2, et qui sont produits simultanément, combien j'entends? Un niveau L que je calcule par cette formule. Si vous voulez, on va faire un exemple, une application numérique. Comme ça, je vais supposer que L1 égale 55 décibels et je vais supposer que L2 égale 50 décibels. D'accord? On a l'habitude, on pourrait appeler ce niveau-là L est égal à L1 plus L2, mais évidemment ça c'est faux puisque je n'ai pas ajouté 55, je mets ici un rond pour dire que c'est une composition, c'est une loi de composition interne. Je compose L1 et L2 et je trouve L. Je vais composer de deux niveaux. Hein. Ce n'est pas une somme numérique, mais c'est une composition. Donc quand je compose L1 et L2, je fais cette opération et je trouve le résultat. Monsieur, c'est 56,19. Voilà, très bien. Donc, je vais dire que 55 décibels que je compose avec 50 décibels, votre camarade a fait le calcul et elle a trouvé combien? 56,19 décibels. Bon, on va arrondir à 56,2 décibels. Pourquoi? Parce que le dixième de décibel, notre oreille est insensible au dixième de décibels. Donc, quand on a un résultat, on arrondit au dixième. Des fois même, on arrondit à l'unité. On va dire 56 tout court. Hein. Mais quand même, on va garder le dixième. Le centième, des fois, on va garder comme résultat intermédiaire. Puisque j'ai besoin de ce résultat pour calculer un autre résultat, on peut garder deux chiffres après la virgule.
c'est comme si je parle du micron lorsque je parle de mesure d'une table. Donc, je peux donner les centimètres, les millimètres. À la limite, le dixième de millimètre, hein, mais les millièmes de millimètre, ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas la peine de mettre des chiffres après la virgule, sachant que je suis incapable, comme précision, de donner une distance avec autant de précision. Alors, retenez cette valeur-là. Combien j'ai ajouté au niveau le plus fort? Ici, j'ai 55, c'est le niveau le plus fort. Donc, ça, c'est égal à 55 plus 1,2. Alors, retenez cette valeur-là, on va la retrouver tout à l'heure. Je peux continuer les calculs et écrire que L est égal à 10 log. Et le niveau le plus fort, je suppose que L1 est supérieur à L2, c'est le cas ici. Je vais le mettre en facteur. Donc, ça va être 10 puissance L1 sur 10, facteur de combien? 1 plus combien? 10 puissance L2 sur 10 puissance L1 sur 10. Ça fait 10 puissance combien? Voilà, L1, L2 moins L1 sur 10. Comme ça. D'accord? Maintenant, j'ai le logarithme de produit, ça va faire la somme des logarithmes. Donc, ça, L est égal à combien? 10 log de L, 10, ça fait L1. D'accord? 10, là, ça fait log de 10, L1 sur 10, ça fait L1 sur 10, puisque là, je fais la fonction et sa réciproque. Hein. Fois 10, ça fait L1. C'est le niveau le plus fort. C'est-à-dire 55. Plus un terme. Quel est ce terme? C'est ce que j'ai ajouté. Combien j'ai ajouté ici? 1,2. Alors, quel est ce 1,2? C'est ce que je vais écrire ici. C'est 10 log de 1 plus 10 puissance L2 moins L1 sur 10. Donc, quand je fais l'application numérique ici, avec une différence L2 moins L1 qui est de 5, je trouve la valeur 1,2. Donc, ce que j'ai ajouté ici, cette fonction-là, je vais l'appeler G de L1 moins L2. C'est une fonction qui dépend uniquement de la différence entre L1 et L2. Quand L1 moins L2 est égal à 5, G de L1 et 2 est égal à combien? 1,2. C'est-à-dire, je peux donner un tableau précalculé, c'est-à-dire on a déjà calculé ça pour vous. Hein. Donc, en première ligne, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre L1 moins L2. Et deuxième ligne, je vais mettre G de L1 moins L2. Et lorsque la différence est égale à 5, ce n'est pas la peine que je fasse cette application numérique, puisqu'elle est faite pour moi. Combien je vais ajouter? 1,2. Donc, comme ça, quand je vais ajouter 55 décibels à 50 décibels, je regarde quelle est la valeur de L1 moins L2. Je la mets ici 5. Et je vois ici tout de suite combien je dois ajouter au niveau le plus fort pour trouver le niveau résultant. Puisque c'est égal au niveau le plus fort plus une valeur qui dépend de la différence. Donc là, c'est un outil de travail qui va vous permettre de calculer le niveau résultant sans être obligé d'appliquer cette formule. Si vous n'avez pas cet outil, vous êtes obligé d'avoir une calculatrice, parce que là, vous ne pouvez pas faire ce calcul mentalement. Là, c'est un calcul mental. Hein. Vous avez 55, vous voyez 1,2, ça fait 56,2 immédiatement. Alors, si j'ai 0 comme différence, combien je vais mettre ici? 0, ça veut dire qu'on a s'il y a 0 de différence, ça veut dire que I1 égale I2. Donc, à quoi est égal I1 plus I2 si I1 égale I2? C'est 2 fois. Et quand je double l'intensité, combien j'ajoute? On vient de le voir pour le ruban. 3 décibels. Donc, quand la différence est égale à 0, combien je dois ajouter? 3. Et ainsi de suite. Donc, pour chaque valeur, il y aura une valeur. Il suffit de la lire et on a le résultat. Donc, je vais afficher ce tableau-là tout de suite. Donc, vous avez compris ce principe-là. Alors, je vais afficher cette formule-là et aussi le tableau correspondant.
Voilà. Donc, voici la formule que je viens de démontrer. La différence entre les deux niveaux et la valeur à ajouter, c'est-à-dire ce que j'ai appelé G2, L1 moins L2. Quand la différence est de 0,3, quand la différence est de 5, elle est de 1,2. Donc, quand j'ai deux niveaux, je veux savoir quel est le niveau qui résulte. Je regarde la différence des deux niveaux, je la mets dans cette ligne et je lis la valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la différence n'est pas entière? Là, on a fait le calcul pour les valeurs entières. Évidemment, on a arrondi au dixième parce que je n'ai pas besoin du centième. Et bien, pour cela, j'ai un autre outil qui est une courbe. On peut avoir ça en continu. Je retrouve par exemple ici pour 0, vous voyez, j'ai 3. Pour 5, combien j'ai? Regardez ici. 1,2. Hein. Donc, j'ai toutes les valeurs entières, mais supposez que la différence ne soit pas entière. Par exemple, je n'ai pas 5 comme différence, mais j'ai 5,5. Eh bien, grâce à cette courbe, je vais voir comme ça. Je vais ajouter 1,1, par exemple. Hein. D'accord? Cette courbe me donne aussi une autre information, c'est que lorsque la différence, plus la différence est grande, et plus la valeur à ajouter est petite. Alors, lorsque la différence est de 15, la valeur ajoutée est pratiquement 0,1. C'est pratiquement la sensibilité de notre oreille. Si c'est une valeur qui est vraiment très grande, ça tend vers 0. Je donne un exemple. Par exemple, je veux composer 60 décibels et 20 décibels. Une source qui fait 60 décibels, une source qui fait 20 décibels, elles sont produites toutes les deux. Quel est le niveau qui va résulter de ces deux sources? 60. 60, voilà, c'est 60. Hein. En fait, c'est 60,000 quelque chose, et ça ne m'intéresse pas les poussières qui sont après. Alors, en pratique, ça veut dire que s'il y a un bruit qui est très fort, et vous lui ajoutez un bruit qui n'est pas faible, vous n'allez pas entendre le bruit qui est faible, vous allez entendre que le bruit qui est plus fort. Par exemple, s'il y a 100 personnes qui disent « Vive le roi », le roi est en train de passer, ils disent « Vive le roi », et vous dites « Vive le roi », vous êtes 101e personne, est-ce que votre voix va augmenter le niveau global? Pratiquement pas. On dit que votre voix est absorbée par le niveau le plus fort. En effet, lorsque, on a déjà vu, hein, lorsque par exemple vous avez, dans ce cas-là, entre 60 et 20, il y a 40 décibels. 40 décibels, ça correspond à une division par combien de... Par quel terme? Par 10 puissance 4, c'est-à-dire 10 millièmes. C'est l'intensité de la source I2 est 10 000 fois plus petite que l'intensité de la source 1. Et donc, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. On passe de 10 000 à 10 001. Est-ce que ça va changer quelque chose? Pas beaucoup en termes d'intensité. Voilà. Donc ça, c'était la composition de deux niveaux. Maintenant, dans certains cas, j'ai besoin de faire la soustraction de deux niveaux. Quand j'ai besoin de faire la différence de deux intensités, qui conduit à la soustraction de deux niveaux. Eh bien, là aussi, je vais donner un exemple. Oui, vous dites? Ça y est, vous êtes saturé? Je vais vous amener jusqu'au niveau de vos camarades, comme ça, simultanément. C'est la dernière chose qu'on a vue avec vos camarades aussi, cette dernière notion de soustraction des niveaux.
Je reviens à l'expérience de tout à l'heure qui consiste à mesurer la performance d'une paroi. On a vu que la performance d'une paroi peut être caractérisée par la différence de niveau entre le local émetteur et le local récepteur. Plus cette isolation, cette différence est grande, et plus la paroi est performante. On appelle ça l'isolement. Mais plus tard, on l'appellera l'isolement brut. Donc, je fais le schéma de l'expérience. Donc, vous avez deux locaux, un local émetteur et un local récepteur. Je mets une source dans ce local. La source, je représente ici par un haut-parleur. Donc, on va avoir ici un niveau L émetteur. Et il y aura ici un niveau dans le local récepteur. Mais attention, quand je mesure le niveau ici que je vais l'appeler L1, en fait, il y a un bruit qui a été transmis, c'est le niveau dans le local récepteur. Mais quand je mesure le L1, en fait, dans le local récepteur, il y avait déjà un bruit de fond, ou un bruit parasite. Donc, quand je vais mesurer le niveau L1 qui règne ici, je mesure en même temps un niveau L2 qui était un bruit parasite. On l'appelle aussi un bruit de fond. Je ne peux pas mesurer uniquement le bruit qui a été transmis. Généralement ici, qu'est-ce que je mets? Je mets une oreille. Une oreille pour dire que c'est le récepteur. Hein. Et donc, à quoi est égal L1? C'est égal à L2 plus L, le récepteur, mais avec un plus 1. C'est-à-dire qu'on a le niveau, l'intensité I1 que je mesure, c'est l'intensité I2 qui existait déjà dans le local, plus l'intensité IR qui a été transmise à travers la paroi. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est I1 ou IR? C'est IR, c'est elle qui représente le comportement de la paroi. Dans I1, il y a deux informations. Donc, je dois enlever I2 de I1. Donc, à quoi est égal IR? C'est égal à I1 moins I2. Et donc, à quoi est égal LR? C'est égal à L1 moins L2. Et quel est, dans ce cas-là, le LR ou L1 moins L2? Je peux le calculer exactement avec la même formule que tout à l'heure, mais avec un signe moins au lieu d'un signe plus. C'est-à-dire que ça va être égal à 10 log de 10 puissance L1 sur 10 moins 10 puissance L2 sur L2 sur 10. D'accord? Mais comme tout à l'heure, si je ne veux pas utiliser la formule et la calculatrice, je peux utiliser un outil qui va me faciliter. Je vous invite maintenant à faire l'application numérique, toujours avec ici, on prend le même exemple, 55, et là, 50. Donc, au lieu de faire une somme, vous allez mettre une différence. Est-ce que vous êtes en train de faire le calcul? Comme ça, on trouve le résultat et on va comparer avec le résultat avec la courbe que je vais vous montrer. Donc là, on va dire, donc moins égale combien en décibels? 53,35. 53,37, c'est-à-dire 0,4. On va arrondir 3,4. On va écrire que ça, c'est égal au niveau global 55 moins une certaine valeur qui est due au bruit de fond. Quelle est la différence? C'est 1,6 pour trouver 53,4. D'accord? Alors, ce 1,6, on va le lire aussi facilement sur une courbe. Plutôt que de faire ce calcul-là, on peut trouver directement ce résultat de 53,4 mentalement, mais en nous aidant
d'une courbe que je vais vous montrer maintenant. Donc, ici, vous avez la différence entre le bruit total et le bruit parasite. Ici, elle est de combien? Elle est de 5. Et là, la valeur a retranché du bruit total pour trouver la différence. Donc, pour 5, combien vous lisez? Regardez, hop. 1,6. Hein? Donc, sans faire le calcul, je vais dire si le bruit total est de 55, si le bruit parasite est de 50, le bruit qui a effectivement traversé, c'est le bruit total qui est 55 moins la valeur qui correspond à la différence des deux, qui est de 5, et ça me donne 1,6. Et donc 55 moins 1,6, mentalement, je peux dire que c'est égal à 53,4. Bon, voilà. Donc je vais arrêter là l'exposition. Je vais néanmoins faire l'appel. Donc, il y a 14 personnes, parce que moi, je ne compte pas. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et là, vous avez 6, ça veut dire qu'il y a 4 absents. Donc, je vais faire l'appel. Amel Mehdi. Présent. Taha. Présent. Qali, Hamza. Absent. Absent. Biada. Diadra, monsieur. Biadara. Abdrahim. Vous êtes Oui. là, Abdrahim? Oui, présent. Ikram. Présente. Hicham. Bardij. Absent. Shgaga. Ahmed. absent. داودي ايوب هو طالع مسير هو طالع شقاق راه كاين Oui, monsieur. alors ايوب داودي absent. فرقوني عصام ليلى فرشي Présente. عبد السلام إدريسي الراوي مهدي أسامة فريد Présent, monsieur. vous êtes là. فاطمة حركاش Présente. خليل جمال نادية خيار نادية يوسف قنبير Présent. إلياس غازلي مستاري هالة présente. Mia Diamba. Présent, monsieur. Présent. Présent. Nadmi Mohamed. Il est absent peut-être. Kain Nadmi Mohamed. Ok, parce qu'il y a 4 absents quand même. Hein. Et donc celui-là est absent. Et Zakaria Najah. Khalil. Présent. Sadia. Outlou Omar. Raji Issam. Présent. Et Hsna Sadouni. Présente. شي واحد فلتناه mais c'est pas grave. Hein. Je vous remercie. Au revoir, bonne journée.